Nous ouvrons maintenant le chapitre du drame avec Layana. Et selon le parquet d'Agen, l'autopsie du corps de Layana n'a pas permis de déterminer avec certitude la cause du décès de la fillette de 11 ans. On écoutera tout à l'heure Célia Barotte. Mais il y a une affaire dans l'affaire, si j'ose dire, puisque le ministre de Garde des Sceaux était chez nous il y a 48 heures. Et que de nombreux magistrats se sont rassemblés hier un peu partout en France devant les tribunaux pour protester contre les propos qu'il avait tenus sur notre antenne. Notamment, le ministre de la Justice annonce une enquête administrative visant un substitut du parquet d'Auch. Je vous le rappelle, dans le cadre de cette affaire, il y a un groupe WhatsApp. Alors j'espère que tout le monde sait ce qu'est un groupe WhatsApp parmi ceux qui nous écoutent. Oui, mais bon, en fait, c'est une manière de communiquer. On est 20, 30, 50, et puis chacun peut communiquer. Et là, selon différentes sources judiciaires, plusieurs centaines de magistrats répartis dans toute la France ont rejoint une boucle pour organiser la riposte après la procédure disciplinaire engagée contre un substitut du parquet, en l'occurrence une substitut. C'est un combat qui va opposer Gérald Darmanin aux magistrats et je vous propose de voir le sujet d'Augustin Donadieu. 2 jours après la publication du pré-rapport d'inspection de la justice et de la gendarmerie, plusieurs centaines de magistrats ont rejoint une boucle WhatsApp pour organiser la riposte. Ils contestent dans une tribune publiée dans Le Monde la décision de suspendre l'une de leurs collègues de Auch, une sanction prise par le garde des Sceaux Gérald Darmanin après les défaillances identifiées par l'inspection générale dans le traitement de la plainte pour viol de la petite Rosa en août 2025. Lorsque tous les professionnels reconnaissent leur quotidien dans les failles révélées par cette affaire, peut-on encore parler uniquement d'erreurs individuelles ? Nous ne demandons ni indulgence ni immunité. Toutefois, une justice protectrice ne se décrète pas par circulaire. Les mutations d'office, les retraits d'habilitation ou autres sanctions n'empêcheront pas un nouveau drame. Pour le moment, 2 gendarmes ont été mutés d'office, une magistrate est visée par une enquête administrative. La porte-parole du gouvernement assume la fermeté des ministres. Pour les magistrats comme pour l'ensemble des chaînes institutionnelles impliquées dans ce drame, personne ne pourra mettre la poussière sous le tapis. Le travail doit évidemment continuer, mais je crois qu'encore une fois, chacun doit faire face, et c'est aussi le cas des magistrats, à sa propre responsabilité lorsqu'elle existe. Hier, plusieurs dizaines de magistrats manifestaient devant les tribunaux de Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg ou encore Limoges. Le bras de fer entre la magistrature et le ministère de la Justice ne fait que commencer. Mot de Bréjon, mais hélas, personne ne la croit. Hélas, puisque la parole politique est impuissante. Alors il y a dans ce groupe de magistrats, parmi eux un magistrat détaché à la direction générale de la gendarmerie nationale en qualité de chef de la division investigation à l'Office central de lutte contre le travail illégal, a ouvertement parlé de CNews. Et notamment de la venue du ministre de la Justice. Est-ce qu'on a des informations, Tanguy Hamon, sur cette boucle WhatsApp ? Est-ce qu'il y aura des sanctions, surtout ? Des sanctions, ça paraît quand même un peu probable, parce que rien n'empêche les magistrats finalement de se réunir. Mais c'est vrai que quand on lit un peu ces discussions et ce qui en est ressorti, c'est vrai que ça n'embellit pas, on va dire, la cause des magistrats. On sent un énorme corporatisme. On sent aussi qu'ils ont vraiment du mal à reconnaître, à admettre qu'ils puissent se tromper, puisqu'au final, ce que reproche Gérald Darmanin à cette procureure, c'est d'avoir fait une erreur, de ne pas avoir suffisamment bien géré cette enquête. Et eux, ils disent non, il ne faut pas pointer quelqu'un, il faut dire que c'est un problème systémique, c'est un problème beaucoup plus global. Bah non, désolé, 2 gendarmes ont fait une erreur, ils ont été mutés. Cette substitut du procureur a fait une erreur, elle n'a pas très bien géré son enquête, elle reçoit des sanctions qui ne sont pas non plus incroyables, elle n'est pas virée ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on l'empêche désormais de gérer des enquêtes liées aux mineurs. Et eux, ils estiment que non, il ne faut pas pointer une personne, mais englober la chose. Non, je pense que les magistrats, il faut qu'ils comprennent aussi que s'ils font des erreurs, ils puissent aussi être sanctionnés, que ça leur plaise ou non. Gérard Carrérou. Écoutez, s'il y a des actes de rébellion au sens propre du mot, il faut intervenir. C'est une info Europe 1 d'ailleurs, je le précise. C'est très important de le dire, c'est une info Europe 1. J'ai entendu dans les informations d'Europe, effectivement, qu'il y avait ils prévoyaient un certain nombre de mesures pour bloquer des réseaux téléphoniques, pour un certain nombre, ce que j'appelle des mesures de rébellion. Incroyable. Si, il y a ces mesures de rébellion, il faut que l'État intervienne tout de suite. Alors, je vais prendre 2 exemples d'un État qui a intervenu et l'État qui n'intervenait pas. L'État qui a intervenu, c'était Louis XIV. Il y a eu plusieurs fois les cours de justice qui se sont révoltés. À ce moment-là, le roi a décidé
Du jour au lendemain, on a envoyé les magistrats à la campagne. C'est-à-dire qu'on a déporté, il y avait 200 magistrats, on les a envoyés à Nevers ou à Paimpol. Il a été tranquille un moment. Ça, c'était une première chose. Ceux qui ne l'ont pas fait après lui, ils sont arrivés à ce qui est arrivé à Louis XVI. Bon, donc je reviens sur le présent. On a eu un exemple tragique, nous, qui est celui de Nicolas Sarkozy. Il a voulu prendre des décisions sur la justice. Il a essayé, il en a prises. Il en a pris qui ont été contestées. Les peines planchées, par exemple. Qu'est-ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy? Il a été poursuivi systématiquement jusqu'à ce jour par la justice de notre pays. Avec l'espérance, ils ont cette espérance néfaste et malsaine de vouloir le mettre en prison. Ils espèrent qu'il va encore aller en prison. Alors c'est ça que veut notre pouvoir, ou est-ce qu'il faut éventuellement... Notre pouvoir, il veut garder sa place. Oui. Voilà oui. ce qu'il veut. C'est la seule chose qui l'intéresse. Bon, Et alors, tout devient politique parce que j'ai lu un journaliste de Mediapart, que je ne connaissais pas d'ailleurs, c'est très intéressant parce que tout est politique et tout est idéologisé, bien sûr. Donc, c'est Gérald Darmanin qui pense plutôt à droite, c'est la magistrature ou une partie de la magistrature qui pense plutôt à gauche, qui reçoit donc le soutien de Mediapart, ce qui est normal puisque ces gens fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que le journalisme de Mediapart, je le connais, c'est simplement d'avoir des PV parfois de magistrats. Donc, j'ai lu un journaliste, et ce qu'il écrit est intéressant. Je réitère mon soutien, a-t-il écrit, au parquet d'Auch, et particulièrement à la substitute que Gérald Darmanin a jetée sous le bus. Voilà ce que dit ce journaliste. Cette magistrate est désormais en arrêt maladie. Gérald Darmanin est même allé jusqu'à lui retirer son habilitation pour traiter des mineurs. Résultat, il ne pourra plus traiter un dossier dans lequel un mineur est mis en cause. Mais c'est conservatoire. Personne, bon. Alors, et il conclut en disant, c'est dégueulasse, il s'agit en plus de son premier poste au parquet d'État. Donc, pour ce monsieur journaliste, c'est-à-dire que, manifestement, il ne faut pas qu'il y ait de sanctions d'une magistrate. Oui, si je Pascal Garbarini. Si je peux me permettre, Je vous en prie. en fait, il n'y a personne qui a remis en cause ce que disent les magistrats, c'est-à-dire sur le problème lié au manque de moyens matériels et humains. Le garde des Sceaux qui est venu ici, d'ailleurs sur une question que j'ai posée, c'est exactement ce qu'il dit. Bien sûr. Il y a deux choses, mais encore une fois, les deux ne sont pas incompatibles. Personne n'a rien contre cette substitut. Cette substitut, elle a commis une faute. Point. Donc elle devra... En tout cas, l'enquête doit le déterminer. Elle devra... Voilà. Mais c'est conservatoire. Et le Conseil supérieur de magistrature. Et la chose que je voudrais quand même bien expliquer pour qu'on comprenne le travail d'un parquetier, c'est-à-dire d'un membre du parquet. J'ai vraiment repris tout ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que le procureur, nous on a l'habitude, c'est celui qui mène les investigations. Ça, c'est ce que tout le monde sait. C'est-à-dire, c'est le procureur qui mène l'enquête. D'accord ? Donc, à ce titre-là, il mène toutes les investigations des enquêtes. Il peut décider des gardes à vue, etc. Et la fameuse opportunité des poursuites, je poursuis ou je ne poursuis pas une enquête. Ça, c'est le premier point. Il est à l'audience pénale. C'est-à-dire, c'est celui qui va requérir pour la société des peines. Il est également à l'exécution des peines. Puisque c'est lui qui va dire, on va incarcérer cela et qui va gérer avec le juge d'application des peines. Autre élément qui est très important, il est également au parquet civil. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire qu'il y a un manque criant de moyens. De moyens. Mais bien sûr, de moyens. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Le procureur de Meaux, je le cite à chaque fois, et qui fait un travail formidable, il est venu sur Europe 1, il nous a expliqué qu'il a 15 magistrats. 15 magistrats. Et il m'a dit, en Allemagne, j'en aurais 35. Donc vous avez raison, mais c'est pour ça qu'il faut tout changer en France. Il faut tout changer, il faut tout revoir. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de donner de l'argent peut-être et de le redistribuer dans le social, et puis investir plus dans le régalien. Et ça, t'attendais ça de Emmanuel Macron. Alors, il dit, OK, on va écouter d'ailleurs Gérald Darmanin, il dit, écoutez-le d'ailleurs, puisqu'il dit, Emmanuel Macron a fait progresser la chose. L'État était de clochardisation, ce qui est effrayant d'ailleurs. C'est-à-dire que ceux d'avant, et en l'occurrence c'était François Hollande, mais je vous assure, c'est incroyable. C'est les collègues d'Emmanuel Macron. Non, mais, oui, mais je vous assure, c'est incroyable ce qui s'est passé en France depuis 40 ans. Vraiment, hein. L'État, ce qu'a fait l'État, le niveau de nullité des gens qui ont dirigé ce pays depuis 40 ans, certains ont, pas tous, bien sûr, mais quand tu vois le résultat, et c'est pas moi qui le dis, là encore, c'est Gérald Darmanin. Il parle de clochardisation de la justice. Écoutez ce qu'il a dit à RTL hier.
Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point, quand Emmanuel Macron est arrivé, la justice, c'était le mot de M. Urvoas, qui était ministre de la Justice et qui a constaté sous M. Hollande que la justice était clochardisée. Parce que on a doublé les effectifs et les budgets du ministère de la Justice en 8 ans. Après, vous mettez 5 ans pour recruter un magistrat. Oui, je pense que les gouvernements précédents, et voilà, c'est un constat, ont totalement paupérisé la justice. En plusieurs années, il y a eu beaucoup de choses qui ont malgré tout changé. C'est pas assez vite et l'affaire Liana démontre, comme d'autres affaires, qu'évidemment, on a encore beaucoup de choses à faire. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et malheureusement, oui, dans les mois qui viennent, en tout cas, je vais me consacrer. Moi, je suis à fond totalement sur mon ministère pendant les 10 mois qui me restent. Je n'ai pas d'autre ambition politique que d'être un bon ministre de la Justice. J'ai fait des prisons de sécurité, j'ai changé le monde pénitentiaire. Ça, c'était la première partie de mon mandat. Et je m'occupe de mettre de l'intelligence artificielle et de la numérisation au ministère de la Justice. Qu'est-ce qui s'est passé en France en 40 ans ? Et c'est une question qu'on pose quasiment tous les matins. Vous avez été prof, vous avez vu le collège. J'ai William Nadel qui me dit « j'ai vu mourir la justice ». Vous me dites « j'ai vu mourir l'école française ». C'est ça que vous me dites ? Et j'ai vu mourir aussi, on est en train de voir mourir la librairie. Est-ce que vous avez vu que, par exemple, que les grandes librairies comme Gibert, redressement, je veux dire... Mais ça, c'est encore autre chose. Non, ça fait partie de la même chose. Non, alors si vous me permettez, pourquoi ? C'est-à-dire que Internet supprime l'intermédiaire. Et la librairie, hélas, est un intermédiaire. Non. Mais la librairie, elle meurt comme le petit commerce quand on achète nos enfants, ils achètent des robes qu'on voit arriver dans des paquets et ils vont même plus dans les magasins. C'est encore autre chose. Non, pas du tout, Pascal. Parce que la librairie meurt aussi du fait qu'il n'y a plus de lecteurs, il y a moins de lecteurs, et s'il y a moins de lecteurs, c'est que l'école ne joue plus non plus son rôle. Donc tout est lié. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour arriver ? Et c'est le suicide français, je vais encore faire la publicité pour Éric Zemmour, puisque c'est sur Planète Plus. Le suicide français, j'ai vu le 2e épisode hier soir. Mais regardez ça, hein, c'est tout à fait éclairant. Et l'analyse, en tout cas, le constat d'Éric Zemmour, après les solutions qu'il apporte, c'est autre chose, mais le constat est implacable. C'est le suicide français. C'est le suicide français. 50 ans de refus d'être soi-même, 50 ans de masochisme, d'expiation gauchiste, 50 ans de refus de l'autorité vous expliquent bon nombre de choses. Bon nombre de choses. Et 50 ans peut-être d'immigration en plus. Je ne voulais pas le dire parce que sinon on m'aurait encore accusé de... Ben si, mais d'immigration. Mais non, mais d'immigration massive, parce que tu ne peux pas intégrer, tu ne peux pas assimiler, c'est tout. Je suis d'accord. Tu ne peux pas assimiler. Donc ça fait de telles fractures dans la société française qu'effectivement, c'est difficile. Justice, l'augmentation du budget ne peut pas tout résoudre, parce que vous pouvez recruter des nouveaux magistrats. Encore faut-il peut-être diversifier les profils qui intègrent la magistrature. Et beaucoup de magistrats, d'anciens magistrats ici, nous disent, à l'École nationale de magistrature, vous avez les profils un peu similaires, c'est toujours les mêmes, qui pensent un peu pareil et qui vont refaire du corporatif. Mayalène, vous qui êtes la plus jeune ici, mais vous devez nous écouter, vous devez dire, mais bon, je vais partir aux États-Unis et jamais revenir. Je pense que je reviendrai quand même, mais la différence avec... Je rappelle que d'abord, je vous félicite. Merci. Parce que vous allez être nommée correspondante à Washington. Moi, je suis très triste parce que vous interviendrez moins sur ce plateau. Mais on fera des petits FaceTime. Et j'ai prévu de vous appeler à 9h du matin exprès. Parce que comme il sera genre 2h du matin à Washington toutes les nuits, c'est l'heure. Bon. Non, mais c'est vrai, mais vous devez vous dire, voilà, vous êtes jeune. Un pays qui allait extrêmement bien. Tout ce que vous dites commence il y a 40 ans. Donc je peux pas me baser sur le même référentiel, alors que vous avez sûrement vu la dégradation de l'hôpital, de la justice, etc. Moi, j'ai jamais connu rien d'autre. En revanche, la question, c'est celle de la suite, parce que notamment, moi, c'est le système de santé qui est vraiment plus tenable. On se pose la question de... Il faut du courage, Marie-Hélène. Il faut d'abord, il faut que tout le monde soit d'accord sur le diagnostic. Non, mais le diagnostic, là, ce qu'on cite, par exemple, c'est pas dû aux mêmes choses, si on dit la réalité. Le problème de moyens de l'hôpital, le problème de l'autorité de la justice et le problème du niveau scolaire, c'est pas que les mêmes causes et les mêmes effets. C'est une tendance de société qui entraîne une défaillance un peu systématique dans énormément de domaines. C'est ça qui est compliqué, je trouve. C'est trouver des solutions diverses. Le dénominateur commun, c'est quand même le manque de courage des politiques. Gauche-droite, alors pour le coup... Oui, mais aussi, attendez, les politiques, parfois, ils ont bon dos, mais il y a aussi les Français. Des Français qui veulent rien entendre. Voter pour eux. Qui veulent rien entendre. Hier, je parlais, par exemple, et chacun dans son territoire ne veut rien changer. J'avais une petite discussion sur les congés.
sais pas si vous étiez là hier. Les congés, la réforme Voilà. des retraites. Sur les congés avec Eugénie Bastier, les journalistes, ils ont 13 ou 14 semaines de congés payés. Et ils veulent pas. Je parle pas d'ici, parce qu'ici, c'est des nouvelles conventions. Canal, c'est une convention qui a 25 ans ou 30 ans. Mais ceux qui sont dans des vieilles maisons, ce qui est le cas du Figaro, ce qui est le cas de TF1, etc., qui ont des conventions qui remontent à Mathusalem, effectivement, 14 semaines de congés payés. Comment veux-tu que ça marche? Donc, s'ils sont pas capables eux-mêmes de se réformer et de dire, on va faire peut-être 6 semaines ou 7 semaines comme tout le monde, oui, ça s'appelle une prise de conscience. Mais là, les efforts, c'est toujours pour les autres. Donc il y a aussi un problème dans le rapport au travail, par exemple. Mais Donc, et comment? Bien sûr, il faut travailler ça. Ça a changé en 50 ans, le rapport au travail. Beaucoup changé. C'est-à-dire que le travail n'est plus une valeur. Alors c'est vrai qu'aussi les jeunes travaillent, ils payent mal. Payent mal, bien souvent. C'est-à-dire que les jeunes gens, c'était plus facile pour nous. Aussi, moi, quand je suis arrivé à 23, 24 ans à TF1, on gagnait bien notre vie. Aujourd'hui, les journalistes, ils tirent le diable par la queue. À 23, 24, 25 ans, c'est plus difficile, Gérard. Écoutez, franchement, non. Parce que moi, j'ai vécu les deux. J'ai été prof, j'ai été professeur, je gagnais 1500 francs par mois. Oui, mais vous pouviez vous habiter dans Paris. Attendez, j'ai été professeur. Et vous habitiez à où? Paris. J'habitais Paris, le 20e. Bah oui. J'ai été professeur et avec mon salaire de professeur de 1500 francs par mois, j'ai pu louer un studio de 40 mètres carrés dans le 20e. Bon, à un moment donné, je me suis dit, je rêve d'être journaliste. J'ai fait l'école de journaliste, je suis sorti premier, j'ai été journaliste. Mon premier salaire, j'étais content comme tout. J'ai gagné quoi? J'ai gagné 1500 francs. C'est-à-dire la même chose que quand j'étais professeur des écoles. Voilà, pour vous dire que dans les deux cas, on ne gagnait pas des monts d'or, si vous voulez, dans les années. J'entends bien, mais vous pas gagner des monts d'or, mais... Non. D'abord, ce qu'on appelle le budget contraint était moins important. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir des abonnements, des trucs, des smartphones, etc. Et puis surtout, vous vous logiez. Oui, c'est le logement. Voilà, vous vous logiez. Aujourd'hui, les jeunes gens, c'est compliqué. Quand j'étais étudiant, moi, je travaillais pour payer mes études et j'étais pion. Et je touchais, je ne sais plus combien, on va dire 2000 francs, je ne sais plus quoi, enfin bref. Et quand j'ai commencé, j'ai réussi à faire un stage dans un cabinet d'avocats. Et dans le cabinet d'avocats, ils m'ont dit, mais on vous garde. Et j'ai dit, mais moi, je peux pas, je suis pion pour payer mes études et tout. Il me dit, non, mais on vous garde comme juriste et vous allez être payé. Alors, quand j'étais pion, j'avais genre 14 heures ou 20 heures de trucs par semaine, de présence par semaine. Donc, j'étais dans le cabinet d'avocat. Donc, là, je gagnais 1500 francs. Donc, genre 2/3 de moins que je touchais. Et là, les horaires, à chaque fois que je partais, on me disait, vous partez déjà? Mais j'ai dit, madame, il est 21h. Elle me dit, non, mais c'est pas fini, hein. Voilà. Ça, c'était la petite blague à 20h, les gens qui partent à 19h. Tu prends ta journée? Poser ton après-midi. Écoutons Célia Barotte sur le rapport d'autopsie de Layana. L'autopsie conduite par 3 médecins légistes a permis de mettre en évidence notamment l'absence de lésions traumatiques cervicales visibles, l'absence de lésions traumatiques internes permettant d'expliquer le décès, des lésions échymotiques observées au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Celles-ci, selon les experts, sont hautement évocatrices de lésions d'entrave provoquées par des liens contraignant les bras, les avant-bras, les poignets et les chevilles. Alors ces lésions restent superficielles et ne sont pas impliquées dans le mécanisme mortel. Il nous est d'ailleurs précisé qu'au moment de la découverte du corps de Liana, celle-ci n'était pas entravée de lien. L'autopsie révèle également des contusions aux commissures et faces internes de la bouche. Celles-ci, selon les experts, sont compatibles avec des traumatismes contondants ou par frottement, également survenus avant le décès. Au terme de leur rapport, les experts indiquent, je cite, qu'à l'issue des examens réalisés, la cause du décès ne peut pas être déterminée avec certitude. Des examens complémentaires sont en cours, comme une analyse toxicologique. Ces examens vont permettre d'en apprendre davantage sur les causes de la mort de Liana. Par ailleurs, les constatations du rapport d'autopsie combinées avec les analyses biologiques précédentes amènent à conclure à la commission d'un viol sur la victime. Le parquet d'Agen a donc pris un réquisitoire supplétif contre Jérôme Barella sur les qualifications criminelles suivantes: meurtre sur mineur de 15 ans précédé ou accompagné d'un viol, viol sur mineur de 15 ans par violence, contrainte, menace ou surprise. Enfin, en l'état de cette qualification criminelle, c'est la réclusion criminelle à perpétuité qui est encourue.
Et je termine le chapitre Laiana avec le communiqué de presse des parents. Les parents ont pris connaissance ce jour du rapport d'autopsie de leur enfant. Ils ont par ailleurs été entendus ce jour par les magistrats instructeurs. Beaucoup reste à faire et des investigations doivent continuer. Ils demandent que toute récupération politique cesse. Ils ne répondront plus à aucune sollicitation, quelle qu'en soit la nature ou la personnalité. Ils appellent au respect de l'image de Laiana, que celle-ci ne soit plus utilisée, surtout par l'intelligence artificielle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. La canicule avec Monique Barbu. Madame Barbu, que personne ne connaissait, mais qui a dit une bêtise hier. Ah, non, c'est la première fois qu'elle parlait, Madame Barbu. Et bah oui, parce qu'elle a été recadrée par Maud Bré.